Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va, Imhotep. Alors, dans les deux cours précédents qui concernent l'extraction liquide-liquide, on a vu d'une part qu'on pouvait se servir de la différence d'affinité d'un soluté entre deux solvants différents pour procéder à son extraction en l'obligeant en fait à passer d'un solvant vers un autre solvant de façon à pouvoir le séparer du solvant initial et ainsi le récupérer pour un process ultérieur. Dans la deuxième vidéo, on a vu que si l'affinité du soluté pour le solvant auquel on le destinait n'était pas suffisante, eh bien on pouvait ajouter un second composé, un agent d'extraction, qui allait permettre de déplacer les équilibres en jeu et d'influencer la répartition du soluté entre les deux phases qui étaient en contact. Mais il y a un aspect dont nous n'avons absolument pas parlé jusqu'à présent et qui en fait est super important quand on fait de l'extraction liquide-liquide en vrai, et c'est la cinétique. Alors, si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente, à un moment, j'ai dit, donc on va prendre un temps long, un temps très long, hein, vous prenez le temps le plus long que vous êtes capable d'imaginer et vous le multipliez par 2. Ce que je voulais dire par là, c'est que pour atteindre l'état d'équilibre de manière certaine, en général, on doit attendre longtemps. Tous les phénomènes ne se déroulent pas à la même vitesse et l'équilibre peut prendre parfois une éternité avant d'être atteint. Et attendre une éternité, en fait, ça peut être un petit peu long, surtout vers la fin. À titre d'exemple, l'univers dans lequel nous vivons a maintenant un petit peu plus de 13 milliards d'années, et pourtant il n'est toujours pas à l'équilibre. Alors il y a des phénomènes dont le déroulé nécessite un certain temps. C'est comme ça, c'est dans leur nature. On ne va pas pouvoir le contourner de manière directe, on va devoir faire avec. Et du coup, on va devoir construire les procédés en tenant compte de ces aspects cinétiques. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo en nous intéressant aux différents dispositifs qu'on peut mettre en place pour en fait procéder à l'extraction liquide-liquide tout en tenant compte des caractéristiques cinétiques des échanges qui sont mis en jeu lorsque l'on procède à ces extractions. Nous allons d'abord nous intéresser à la façon dont on réalise l'extraction liquide-liquide en pratique. Donc on l'a déjà vu transparaître un petit peu au travers des vidéos précédentes. En général, on va partir d'un premier mélange donc, qui est constitué de deux composés. Celui qui nous intéresse, le soluté, donc je vais le noter ici A, et qui est mélangé avec un diluant. Donc je vais noter ici DI. Et puis on va mettre ce mélange en contact avec un solvant, ici. Et ces deux phases en fait vont être mélangées. Donc une fois que les deux phases sont mélangées, on va obtenir une espèce de milieu un petit peu inhomogène dans lequel on va avoir des petites billes d'une certaine phase qui se promènent dans l'autre phase avec le soluté qui est réparti entre les deux phases. Et évidemment, a posteriori de cette première étape de mélange, eh bien, on va devoir essayer de séparer les deux phases qui nous intéressent, donc là, en général la phase aqueuse et la phase organique. Et évidemment, on va se poser la question de comment on va récupérer ces petites billes de liquide à l'intérieur de l'autre phase. Donc en général, on va attendre que ces deux phases se séparent spontanément et c'est ce qu'on appelle la décantation. Donc ici, il y a un temps d'attente qui va nous permettre d'obtenir en fait la séparation des deux phases de nouveau, alors de manière plus ou moins efficace, avec du coup, bon, j'avais mis le dissolvant en haut, donc je vais garder le diluant en haut, je vais garder le diluant en haut, et le solvant en bas, et puis donc notre soluté A sera réparti entre les deux phases. Donc une fois qu'on a atteint cet état-là, on va pouvoir récupérer les deux phases simplement en pompant le liquide à la hauteur à laquelle eh bien, on trouve la phase d'intérêt. Donc par exemple, pour récupérer le mélange du diluant et de A en fin de manip, on va pomper en fait ici. Et puis pour récupérer le solvant avec A, on va pomper ici. Voilà, donc ça c'est le principe de base qu'on va utiliser dans les mélanges suivants. Alors l'essentiel de l'étape de transfert du soluté du diluant vers le solvant se déroule pendant l'étape de mélange. Donc c'est cette étape de mélange ici qui est la plus importante par rapport à l'extraction liquide-liquide. Hein, l'étape de décantation ensuite, on va continuer évidemment à avoir de l'échange entre les deux phases, mais ce n'est pas la période pendant laquelle l'échange sera le plus efficace. Donc cette étape de mélange, il faut qu'elle soit la plus efficace possible. Et pour savoir comment rendre cette phase-là efficace, eh bien il faut qu'on s'intéresse à la façon dont se déroule l'échange. Donc le processus qui permet le passage du soluté d'une phase vers l'autre phase, en fait on l'a déjà un petit peu abordé dans une vidéo précédente, il est relativement simple.
On peut ici modéliser donc les deux phases. Et puis on va suivre en fait un soluté. Bien, le soluté va se promener dans l'une des phases ici, et puis au fur et à mesure de son déplacement, il risque d'arriver au voisinage de la surface. Quand il arrive au voisinage de la surface, il se retrouve face à un milieu qui n'est pas le même que le milieu dont il provient. Donc il va tâter la température, entre guillemets, il va essayer de voir comment ça se passe au niveau de l'interface. Et là, il y a deux scénarios possibles. Soit l'affinité qu'il a pour ce second milieu est suffisamment forte et il a une chance de passer à travers cette surface et de passer dans l'autre milieu. Donc premier scénario, ici, hop, il passe dans l'autre face. Soit l'affinité qu'il a pour ce second milieu n'est pas suffisante, ou alors il n'a pas suffisamment d'énergie pour franchir le pas et passer dans ce second milieu. Et du coup, dans ce cas-là, eh bien, le soluté fait machine arrière et reste donc dans la phase dans laquelle il était au départ. Donc vous voyez qu'il va y avoir un problème d'affinité du soluté pour les deux phases d'apport, et puis il y aura également une question de probabilité de passage dans l'autre phase ou pas de la part du soluté. Alors on a vu dans les cours précédents que l'état final obtenu dans le cas où les deux phases sont en contact dépend du coefficient de partage, et que ce coefficient de partage en fait il dépend uniquement du type de soluté et des deux liquides entre lesquels le soluté évolue. Ce qui veut dire qu'en fait, intrinsèquement, la probabilité que le soluté franchisse ou non l'interface lorsqu'il rencontre l'interface est déterminée par ce coefficient de partage et on ne va pas pouvoir jouer là-dessus. En revanche, ce sur quoi on va pouvoir jouer dans le scénario qu'on vient de décrire, c'est le nombre de fois qu'un soluté va rencontrer l'interface de séparation entre les deux phases au cours de son déplacement. Et une façon de faire en sorte que le soluté rencontre le plus de fois possible cette interface au cours de son déplacement, eh bien, c'est de rendre cette interface aussi grande que possible. Autrement dit, on va essayer pour une même quantité de liquide, on va essayer en fait d'augmenter la taille de l'interface entre les deux phases. Alors, comment on fait ça? Eh bien, simplement, on va agiter le milieu de façon à créer des petites zones dans lesquelles on va avoir un type de phase et avec autour de cette zone un autre type de phase. Alors je vous propose de faire un petit modèle en fait qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre comment le fait de diviser l'une des phases va permettre effectivement d'augmenter la taille de l'interface entre les deux phases. Pour cela, on va considérer que on a une portion de liquide, ce liquide contenant les deux phases qui a une forme cubique ici, voilà. Et on va supposer que donc au sein de ce cube, on a une sphère, ici, qui correspond à la présence d'une des phases. C'est-à-dire qu'on a une des phases qui se trouve sous forme de gouttelette sphérique au sein de l'autre phase. Et donc l'autre phase occupe l'espace du cube qui n'est pas à l'intérieur de la sphère. Alors, si on fait ça, en fait, on peut fixer le côté du cube comme étant égal à petit a. Et ce qu'on va faire également comme hypothèse, c'est qu'on a un mélange. Donc on a un mélange 50-50 en volume. Autrement dit, la sphère qui est au milieu occupe un volume qui correspond à la moitié du volume total de ce cube. Donc ce que je vais vous faire ici, c'est le calcul complet de ce modèle-là. Après, vous n'êtes pas obligé d'ici de rentrer dans les détails si vous le souhaitez, puisqu'en fait, ce qui va importer, c'est le résultat qu'on va obtenir à la fin. Donc, si on fait ça, on est capable de calculer le rayon de la sphère à l'aide des hypothèses qu'on s'est fixées au départ. Donc, on va noter VT, le volume total du cube. Donc, ce volume total, bah, c'est A cube. Et le volume de la sphère, on a dit qu'on supposait que c'était la moitié du volume du cube. Autrement dit, c'est un demi de VT. Autrement dit, c'est A cube sur 3. Or, le volume de la sphère, c'est également égal à 4 tiers de pi r cube, où R est le rayon de la sphère. Et donc on va pouvoir, à l'aide de cette équation, trouver une relation entre le rayon de la sphère et le côté du cube. Donc le R ici va valoir, donc je vous laisse faire le calcul chez vous, hein. Le R va valoir A sur 2 multiplié par la racine cubique de 3 sur pi. Voilà.
Et du coup, ensuite, on est capable à partir de là de calculer l'aire de la sphère, donc ce que je vais noter AS, et l'aire de cette sphère qui est égale à 4 pi r carré. Et bien, en réutilisant cette valeur de r, ça nous donne une aire de sphère qui est égale à a carré fois 9 pi à la puissance 1 tiers. Autrement dit, on est ici capable de calculer le rapport qu'on va avoir entre l'aire de la surface de la sphère, autrement dit l'aire qui correspond à l'interface entre les deux phases, ramené au volume total de solution, donc au volume du cube. Donc ce qu'on va calculer ici, c'est le rapport entre l'aire de la sphère et le volume total, le volume du cube. Et on voit que quand on fait ça, on se retrouve avec 1 sur A multiplié par une constante qui est racine cubique de 9pi. Voilà, donc on a juste pris ça ici, on a divisé par A cube. Alors ce qui est important ici, c'est qu'on voit qu'on a quelque chose qui est proportionnel à 1 sur A. Alors si on trace cette fonction donc R de la sphère divisé par le volume total en fonction de A, et qu'on représente ça graphiquement, ce que l'on va obtenir, c'est simplement ce qu'on appelle d'habitude une hyperbole. Autrement dit, donc ici en abscisse, je mets la taille du cube. Et ici, en ordonnée, je vais mettre le rapport entre l'aire de la sphère et le volume total. Eh bien, on a dit tout à l'heure qu'on a une fonction qui est en 1 sur A, donc on a quelque chose qui a cette forme ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement que si on prend une taille de cube donnée, autrement dit, on prend une taille de sphère donnée dans le mélange, eh bien, si on divise cette taille, imaginons par 2, eh bien, on va augmenter d'un facteur 2 la quantité d'interface disponible dans le même volume de solution, de mélange. De la même façon, on peut rediviser à nouveau par 2 la taille des gouttelettes, autrement dit la taille des cubes, et on va de nouveau pour la même quantité de mélange avoir une taille d'interface qui va être multipliée par 2. Et on peut continuer comme ça de proche en proche, et on voit qu'en fait, a priori, dans le cadre de ce modèle, eh bien, on peut aller vers des surfaces, des quantités de surface disponibles pour un volume donné de solution qui ne change pas, qui vont être infinies. Alors évidemment, vous sentez bien que là, il va y avoir un petit couac, puisqu'on est dans le cadre d'un modèle purement mathématique, donc le fait d'avoir une interface qui devient infinie et non physique, puisqu'on va descendre à des tailles dans lesquelles on ne pourra plus considérer qu'on a un mélange d'une phase dans une autre phase, mais on aura quelque chose de différent. Donc déjà, on va être limité par la physique du système. Donc les gouttelettes ne pourront déjà à la base pas être aussi petites qu'on veut, autrement dit, même pour un volume donné de solution, on ne pourra pas avoir l'interface la plus grande possible. Alors, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font que, en fait, là, en divisant la taille des gouttelettes, on augmente la taille de l'interface, donc on va augmenter la cinétique de l'échange et donc on va rendre l'obtention de l'équilibre plus rapide. Par contre, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'on ne va pas pouvoir aller au-delà d'une certaine limite en termes de taille d'interface. Donc la première, c'est un problème purement économique, qui est qu'en fait, de fractionner la taille des gouttelettes, ça demande de l'énergie, et cette énergie n'est pas gratuite. Donc dans un procédé donné, on va toujours avoir un équilibre entre les dépenses pour optimiser le procédé et puis le gain supplémentaire qu'on va retirer de cette dépense additionnelle. Ce qui fait qu'en général, on va avoir un bon compromis à atteindre pour avoir des gouttelettes suffisamment fines pour avoir un procédé rapide, mais en même temps un procédé qui ne soit pas trop coûteux et du coup qui nous permette d'avoir un prix sur le produit fini qui soit acceptable pour le potentiel client. Donc ça, c'est un paramètre qui va jouer dans le choix de la taille des gouttelettes de solvant qu'on va ici mettre en œuvre. Alors un autre paramètre, c'est que, eh bien, suivant la composition en fait des différentes phases qu'on a choisies, on peut avoir des phénomènes, disons, inattendus. Et dans un tel cas, le temps d'attente qui correspond ensuite à la décantation eh bien, peut être relativement long, voire tellement long que formellement eh bien, on n'arrive pas à décanter le produit. Alors quand on a des petits problèmes de décantation, évidemment il y a des solutions alternatives qui, de la même façon que tout à l'heure, nécessitent de faire appel à des énergies supplémentaires. Je pense par exemple à une méthode de centrifugation qui va permettre éventuellement d'accélérer la décantation. Mais ce sont des techniques que nous aborderons plus tard. Alors, comment on va s'organiser techniquement pour réaliser cette opération? Alors, une première solution, évidemment, c'est de faire une opération en batch, c'est-à-dire qu'on va avoir un réacteur ou un mélangeur dans lequel on va venir apporter les différents constituants, donc le diluant avec son soluté et le solvant. On va agiter tout ça très fort.
Ensuite, on laisse décanter sur place et puis finalement, on va extraire généralement, donc à ce moment-là, la phase du dessous va être extraite et puis ensuite, dans un deuxième temps, on récupérera la phase du dessus avec donc une répartition du soluté entre les deux phases. Ça, c'est une première option. Alors, ce qu'on a vu déjà la dernière fois, c'est que la distribution du soluté entre le diluant et le solvant, donc le liquide de départ et le liquide d'arrivée, n'est pas nécessairement ultra efficace. Donc, quand c'est comme ça, on voit bien qu'on va devoir s'orienter vers quelque chose d'un petit peu différent et on va travailler sur des systèmes qui sont plutôt à alimentation continue. Donc, on va avoir en entrée une alimentation. Cette alimentation va correspondre au mélange donc, du diluant et du soluté. Ensuite, on va avoir une alimentation en solvant, donc le liquide d'extraction, avec éventuellement l'agent d'extraction si nécessaire. Ces deux alimentations liquides vont venir alimenter, alors soit les deux tuyauteries vont se rejoindre directement, ce qui va provoquer la mise en contact des deux composés, ça c'est une première option, soit elles vont venir se rejoindre dans un mélangeur. Alors, une option, c'est de choisir comme mélangeur en fait simplement une pompe, c'est-à-dire que les deux liquides vont venir se rejoindre et ensuite passer dans une pompe, et le fait de passer dans la pompe, du fait du mécanisme à l'intérieur de la pompe, va provoquer en fait le mélange des phases. Parfois ça suffit, parfois on a directement un mélangeur. Donc, une fois que c'est passé dans le mélangeur, on va passer dans une autre cuve qui va permettre cette fois de décanter le mélange. Donc, un décanteur. Et une fois qu'on est passé sur ce décanteur, eh bien, on va pouvoir prélever les deux phases différentes. Donc la phase, alors on n'a pas choisi quelle était la phase légère et la phase lourde. On va faire l'hypothèse ici que le diluant ici est une phase légère. Donc ça c'est le léger. Et on va supposer que le solvant est une phase lourde. Ok, donc à ce moment-là, le diluant va se retrouver ici en haut. Et le solvant, donc, qui est la phase lourde, va se retrouver en bas. Bien, ce qui veut dire que ici, on va récupérer du coup en sortie le liquide diluant qui était initialement celui qui contenait le soluté avec moins de soluté. Autrement dit, on a raffiné cette phase puisqu'on en a extrait le soluté. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le raffinat. Et de l'autre côté, on va récupérer le solvant qui, lui, a capturé, donc a extrait le soluté. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'extrait. Voilà, donc ça, c'est le principe de base de ce qu'on peut obtenir dans un système continu. Donc on va alimenter en continu ici en diluant plus soluté d'un côté, en solvant, ça va passer dans le mélangeur, on va avoir une phase de décantation et au bout de la cuve de décantation, on va récupérer le raffinat et l'extrait. Donc ça, c'est la cellule la plus simple en fait à laquelle on peut penser sur ce type de système. Alors, un point important ici, c'est que en fait, la constitution du raffinat et de l'extrait à la fin du procédé va dépendre d'énormément de paramètres. On va avoir une dépendance à la qualité du mélangeur, au temps de mélange, à la vitesse de mélange, donc à la taille des petites gouttes de phase d'une des phases dans l'autre phase. On va avoir une dépendance au décanteur, on va avoir une dépendance au flux de matière qu'on va introduire, à la température du milieu, à la température du mélange. Voilà, donc on va avoir énormément de paramètres qui vont ici intervenir. Parfois, on pourra atteindre l'équilibre. À ce moment-là, on aura un extracteur qui sera le plus performant possible compte tenu du système sur lequel on travaille. Ça, c'est une première possibilité. Mais il y a plein d'autres cas dans lesquels, en fait, on ne va pas atteindre l'équilibre simplement parce que le temps nécessaire à ce que cet équilibre s'établisse est plus grand que le temps de contact qu'il y a eu entre les deux phases. Et du coup, on va se retrouver avec un raffinat et un extrait qui ne correspondent pas à ce qu'ils pourraient être au bout d'un temps infini d'échange. Donc, on va avoir une extraction qui aura une certaine efficacité qui sera en général un petit peu moindre que l'efficacité idéale qu'on est en droit d'attendre dans le cas où on atteint l'équilibre pendant le procédé. Alors, pour un montage donné sur un système donné, il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Par exemple, on va pouvoir diminuer le débit d'alimentation. Si on diminue le débit d'alimentation, on va laisser le plus de temps
aux deux phases d'être en contact et donc normalement on aura à la fin une meilleure extraction. On peut également augmenter la quantité de l'un des flux par rapport à l'autre, c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que si on augmente la quantité de solvant, eh bien l'équilibre va être déplacé vers l'état dans lequel le soluté se trouve en solvant. Alors ça ne veut pas dire que ça va aller plus vite, mais potentiellement le fait d'avoir une situation finale dans laquelle il y a plus de soluté dans le solvant peut éventuellement permettre d'accéder plus rapidement à l'extraction du soluté. Alors, une autre possibilité, c'est de se dire « Ah, ok, donc j'ai essayé de récupérer le soluté dans le solvant à partir du diluant, j'ai mis en place cet extracteur et ce que j'obtiens à la fin, le raffinat et l'extrait, ne correspondent pas à l'idéal, c'est-à-dire que l'extrait n'est pas chargé au maximum de ce qu'il pourrait être et le raffinat n'est pas déchargé au maximum de ce qu'il pourrait être. Eh bien, on peut par exemple se dire, je vais passer plusieurs fois l'extrait sur l'échangeur. Donc je vous rappelle, l'extrait, c'est le soluté qui est passé dans le solvant. Donc une fois qu'on a atteint, qu'on a obtenu notre extrait ici, plutôt que de le sortir du système, eh bien en fait, on peut le renvoyer en entrée ici. Puisqu'on a dit tout à l'heure que cet extrait n'était pas chargé au maximum de ce qu'on pouvait espérer. Donc en le renvoyant ici dans le système, on va le remettre en contact avec le diluant et le soluté mélangé et on va donc permettre au soluté présent dans ce diluant de passer lui aussi dans le solvant et donc d'avoir in fine ici un extrait qui est beaucoup plus chargé. Alors, vous voyez que si on fait ça, on va avoir un petit problème. Simplement, là, eh bien, on rentre du solvant, on sort de l'extrait, on renvoie l'extrait en entrée, donc c'est en boucle fermée. Donc, bien là, on ne saura rien du tout au final du système. Donc, il y a bien un moment où il va falloir sortir quelque chose. Donc, ce que l'on va faire, évidemment, c'est qu'on va prélever une partie de l'extrait ici. Et évidemment, pour compenser la perte de liquide qui correspond à ce prélèvement, eh bien, on va ici insérer du solvant. Alors je vais refaire le schéma de manière un tout petit peu plus propre ici. Voilà. Donc ce que l'on va faire pour reprendre le schéma qu'on avait tout à l'heure, on va donc ponctionner de l'extrait avant qu'il sorte du système et on va le renvoyer en entrée pour qu'il se mélange avec le solvant propre et qu'il repasse dans l'extracteur. Alors évidemment, vous voyez que là, il va y avoir de l'expertise qui va être nécessaire pour justement déterminer quelles sont les meilleures conditions opératoires. Autrement dit, quel est le taux de reflux de l'extrait vers l'entrée de l'extracteur pour obtenir une bonne extraction. Alors évidemment, ce que j'ai mis là sur l'extrait, on peut également le faire sur le raffinat. Autrement dit, si dans le raffinat, qui est censé être donc raffiné, il reste trop de soluté, eh bien on peut tout à fait envisager de renvoyer ce raffinat en entrée et de le mélanger avec du mélange diluant plus soluté initial, de façon à augmenter la quantité de soluté qui en aura été prélevée à la fin. Donc on peut avoir un reflux de l'extrait, un reflux du raffinat, ou un reflux des deux, si le système le incite à le faire. Bien, donc là on a vu un ensemble de dispositifs qu'on va appeler ici une cellule d'extraction, donc c'est un objet, dans lequel on rentre le diluant mélangé au soluté et d'un côté, le solvant de l'autre, et puis on va sortir du raffinat et de l'extrait. Alors, vous voyez peut-être déjà arriver la suite, c'est que là, on a un élément d'extraction. On peut très bien envisager d'assembler plusieurs éléments d'extraction de façon à augmenter en fait l'efficacité de l'extraction. Alors, j'ai ici repris un schéma simplifié de ce qu'on a vu juste avant, avec un carré qui symbolise cet ensemble de dispositifs qui permet de réaliser l'extraction. On rentre le soluté avec le diluant. On sort le raffinat, donc je vous rappelle, le raffinat c'est le diluant dont on a prélevé le soluté. Ensuite on rentre ici le solvant et on sort en bas à droite l'extrait. Donc pareil, je vous rappelle, l'extrait c'est le solvant dans lequel le soluté est venu se positionner. Alors imaginons que typiquement le raffinat ne soit pas encore suffisamment dépouillé du soluté qu'il contient. Eh bien on peut très bien envisager ici de sortir le premier extrait de l'ensemble qu'on a, et ce raffinat, on peut l'envoyer dans une seconde cellule d'extraction, ici, dans laquelle on va de nouveau envoyer du solvant propre pour réaliser une deuxième extraction. Donc on aura de nouveau ici de l'extrait, ici un nouveau raffinat,
Et ce second raffinat, naturellement, sera moins chargé en soluté que ne l'était le premier raffinat qu'on avait obtenu. On peut également, évidemment, envisager d'avoir une cascade de cellules d'extraction, chacun utilisant une certaine quantité de solvant et permettant d'avoir un diluant de plus en plus pur à la sortie. Évidemment, on peut faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut sortir le raffinat après chaque étape et puis par contre laisser le solvant, lui, transiter à travers les différentes cellules, c'est également possible. Et on peut aussi envisager d'avoir un système à contre-courant dans lequel en fait le solvant rentre par un bout du système et puis ressort à l'autre bout du système, extrémité, où en fait vient s'insérer le mélange soluté plus diluant. L'idée derrière cela est que plus le solvant est pur et plus il est facile de faire transiter le soluté du diluant vers le solvant. Donc on a tout intérêt à introduire le solvant le plus pur là où le diluant est débarrassé au maximum du soluté, autrement dit quand on l'a presque raffiné entièrement. Donc je vais vous faire ici le petit dessin de ce à quoi ça correspond. Donc voilà, alors ici on rentre le soluté plus le diluant dans une première cellule d'extraction et on voit que ici on va rentrer le solvant sur la cellule qui est à l'autre bout de la chaîne. Donc ce solvant va ici rentrer en contact avec un soluté plus diluant qui est peu chargé en soluté, va en extraire une partie et va ensuite passer dans la cellule suivante, cellule qui elle est alimentée avec un mélange de soluté et de diluant qui est davantage chargé en soluté. Donc on va également observer un passage du soluté dans le solvant d'extraction. Ce solvant d'extraction passe dans la cellule suivante où il va rencontrer un mélange soluté plus diluant de nouveau plus chargé en soluté, il va à nouveau se charger en soluté, etc. Donc ça, c'est un système d'extraction liquide-liquide à contre-courant. Alors, vous imaginez bien qu'il y a tout un tas de variantes à ces dispositifs et qu'on ne va pas ici tous les passer en revue. Mais il y a quelque chose qu'on peut peut-être se dire ici, c'est OK. Alors le système à contre-courant qu'on vient de voir, en fait, il est relativement efficace, notamment parce qu'il y a cet aspect qu'on a vu tout à l'heure, qui est que le raffinat le plus dépollué sera mis en contact avec le solvant le plus pur. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de procéder de la même façon, mais en supprimant carrément les différentes unités d'extraction qu'on a là, c'est-à-dire de faire quelque chose de continu dans lequel on aurait cette extraction à contre-courant, mais sans avoir toute la complexité liée à l'existence de ces différents bacs de décantation et de mélangeurs successifs. Eh bien la réponse est oui, c'est une colonne d'extraction qui va s'appuyer en fait sur la différence de densité du solvant et du diluant pour réaliser ce type d'opération, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors les systèmes basés sur les différents bacs d'extraction peuvent être organisés un petit peu comme on veut dans l'espace. Ceci étant, le fait de les organiser à l'horizontale va en général permettre d'éviter des problèmes de charge, de liquide, etc. C'est typiquement le type d'installation qu'on verra dans le cadre du document qu'on étudiera la semaine prochaine. Maintenant, la colonne d'extraction, elle, va être organisée verticalement. Et la différence de densité entre les deux liquides porteurs, donc le diluant et le solvant, va être utilisée pour créer un transport du soluté à travers la colonne. Donc le schéma générique d'une colonne d'extraction est le suivant. On va avoir donc une colonne, ici. On reviendra sur son contenu tout à l'heure. Et cette colonne, en fait, va être alimentée par le bas par la phase légère, par le haut par la phase lourde. Donc la phase légère va monter ici dans la colonne, la phase lourde va descendre dans la colonne, et quelque part dans la colonne, donc on va avoir une interface qui sera la délimitation entre la phase lourde qu'on retrouvera en bas et la phase légère qu'on retrouvera en haut. Et puis généralement, donc en haut de la colonne, on va également avoir une surface qui correspond au haut de la phase légère. Donc ensuite, on va extraire donc la phase légère depuis le haut de la colonne et la phase lourde depuis le bas de la colonne. Alors, si on reprend le cas d'avant, dans lequel on avait un solvant qui constituait la phase lourde, autrement dit, donc dans l'exemple d'avant, on avait ici introduit le solvant comme étant la phase lourde, donc on va l'introduire par le haut, et le diluant plus soluté va être introduit par le bas puisque c'est la phase légère. Ce qui veut dire que en haut, ici, on récupérera le diluant dépollué, ce qu'on a appelé tout à l'heure le raffinat.
Et en bas, on va récupérer l'extrait. Alors, j'insiste bien, hein, le fait que le raffinat soit récupéré en haut de la colonne et l'extrait en bas de la colonne n'est pas quelque chose de systématique. C'est directement lié au fait que dans le choix qu'on a fait ici, on a un solvant qui est une phase lourde, tandis que le diluant est une phase légère. Si jamais on a l'inverse, c'est-à-dire que si le solvant c'est la phase légère, eh bien ce solvant va être introduit en bas de la colonne, et du coup c'est l'extrait qu'on récupérera en haut de la colonne. Hein. L'important dans la colonne, c'est que la phase légère soit introduite en bas. Cette phase légère sera récupérée en haut. Si la phase légère, c'est le diluant plus soluté, eh bien ce qu'on récupère en haut, c'est le raffinat. Si la phase légère, c'est le solvant, eh bien ce que l'on récupère en haut, c'est l'extrait. Alors, on a vu tout à l'heure que pour que l'échange se passe le mieux possible, il fallait que les petites dispersions d'une phase dans l'autre soient les plus fines possibles, de façon à avoir la meilleure interface, l'interface d'échange la plus grande possible. Donc pour faire cela, en fait, on va garnir l'intérieur de la colonne de différentes garnitures qui vont avoir ce rôle de dispersion des phases l'une dans l'autre. Donc on a tout un tas de garnitures possibles. On peut avoir des garnitures notamment organisées, dans lesquelles on va avoir quelque chose de strié de cette façon-là. Et à chaque fois en fait qu'une petite bulle de solvant va arriver au contact de ces zones striées, eh bien ça va couper les bulles en petits morceaux et on va avoir plusieurs bulles qui vont en résulter, donc une augmentation de l'air de l'interface de contact. On peut également avoir des systèmes d'agitation interne dans la colonne qui vont mélanger les deux liquides. On peut également avoir des systèmes de pulseurs, hein, donc on peut avoir du mélange interne. Alors mélange interne, ça va être par exemple ici un moteur qui se trouve en haut de la colonne avec des petites ailettes ici qui vont agiter la colonne. On peut rajouter des obstacles également dans la colonne pour faire en sorte que les mélanges doivent passer par ces mélangeurs. On peut donc également avoir un pulseur sur la colonne. Donc un pulseur, c'est un moteur qui va simplement agiter le liquide de manière très rapide de façon à par vibration en fait casser les petites bulles de solvant dans l'autre phase. Voilà, en fait on peut imaginer comme tout à l'heure tout un tas de dispositifs différents dont l'efficacité va être plus ou moins grande suivant le type de système qu'on considère, et donc on va choisir en fonction de l'expérience qu'on a sur la capacité de ce type de dispositif à séparer les composés qui nous intéressent ou pas. Voilà, alors je vous propose de nous arrêter là avec les colonnes d'extraction, tout simplement parce que l'aspect suivant, autrement dit comment on fait ensuite les bilans de matière sur ces systèmes d'extraction, eh bien ça va être l'objet de l'exercice qui sera mis à disposition sur la chaîne très bientôt et que je vous proposerai donc de faire pour la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, très important la cloche pour être tenu au courant des sorties des vidéos sur la chaîne. En attendant, je vous laisse rêver aux techniques d'extraction et je vous dis à très bientôt pour l'exercice. Ciao!